Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle édition de Parlons peu, parlons vrai. Merci d'être au rendez-vous. Alors, je passerai rapidement la parole à Sandra pour qu'elle vous passe le bonjour, Sandra. Bonjour, chers auditeurs, bienvenue encore sur la plateforme Parlons peu, parlons vrai. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Monsieur Jean Bonheur Tuafa. C'est vraiment un plaisir de vous recevoir avec nous sur notre plateforme Parlons peu, parlons vrai. Donc, on va lui donner la parole pour qu'il se présente. Je sais que plusieurs personnes vous connaissent sous le pseudo de Jean Bonheur Résistant. Mais en fait, qui êtes-vous, Monsieur Jean Bonheur Tuafa, et pourquoi avoir choisi ce pseudo de résistant? Ok, merci. Bonjour et bonsoir à tous vos auditeurs selon votre lieu géographique. C'est un plaisir immense, un plaisir énorme de faire partie de vos invités, d'être aujourd'hui à l'honneur, ce plateau que j'ai bien souvent eu beaucoup de plaisir à suivre avec Marie-Flore Boussy, avec le docteur Apollinaire Le Grand Oko et Exactement. bien d'autres. Donc, être aujourd'hui à la place de l'invité, c'est vraiment un très grand honneur pour moi. Alors, Jean Bonheur Tuafa est un Camerounais âgé de 35 ans, militant de conviction, militant de cœur du mouvement pour la renaissance du Cameroun depuis janvier 2013. Je suis le 8e d'une fratrie de 12 personnes, Wow. enseignant de mathématiques, sorti de l'école normale supérieure de Marois en 2010, entre juin et juillet 2010, et affecté pour la première fois au lycée de Padarmé à 700 francs du Tchad, où pour me rendre à partir de Yaoundé, je prenais d'abord le train pour Ngaoundéré. À Ngaoundéré, je prenais le bus pour Garoua. À Garoua, je prenais les petites voitures qu'on appelle OPEP pour un village appelé Djabi. À Djabi, je prenais le camion. Il fallait s'accrocher derrière le camion parce qu'on était nombreux. Le camion qui devrait nous laisser au bord d'une rivière. Et au bord de cette rivière, il fallait prendre la pirogue pour se retrouver de l'autre côté de la rive et de l'autre côté prendre la moto pour enfin arriver à Padarmé qui jusqu'à aujourd'hui ne connaît ni eau ni électricité. Alors ce village-là, j'y ai séjourné pendant 2 ans, du 3 janvier 2011 jusqu'en septembre 2012. Ce village est situé à 700 francs du Tchad, donc il était plus facile pour moi d'aller au Tchad pour faire les petits achats pour survivre que de revenir au centre-ville qui est Garoua. Alors, mon arrivée à Padarmé pour la première fois en février après mon affectation s'est faite dans des conditions que je ne suis pas loin d'oublier. À la vérité, je suis arrivé à Padarmé dans la nuit noire parce que ayant voyagé pendant 2 jours sans me reposer et étant arrivé à Padarmé et enfoncé dans la brousse pendant de longues heures au point où j'ai demandé au bentikineur qui m'avait transporté après avoir traversé l'eau, comme j'ai expliqué tout à l'heure qu'il fallait traverser l'eau en pirogue et ensuite prendre la moto qui va me rendre au village, qui va m'amener au village. Au point où j'ai donc demandé au bentikineur s'il n'est pas
en train de m'amener à une autre destination parce que on ne faisait que rouler et on n'arrivait pas. Alors nous sommes arrivés dans la nuit toute noire, dans l'obscurité totale, et il me dit, bon, voilà, pas d'armée. Moi, je savais pas où j'allais. On n'est pas arrivé en journée. Alors, j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai fait ce que les petits-enfants font souvent. 1, 2, 3, 4, 5. En pointant du doigt là où ça s'arrête, je fonce. Voilà ce que j'ai fait. J'ai choisi une maison et je suis allé toquer. J'ai toqué et j'ai été reçu. Je me suis présenté. J'ai été reçu par une famille que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève, vraiment jamais, puisque c'était déjà ma toute première fois d'arriver dans le village. Ils m'ont donné un espace pour dormir et ils ont préparé, ils sont battus pour me trouver quelque chose que je devais manger avant de me coucher. Cette famille m'a adopté et je ne l'ai jamais, mais alors jamais oublié. Alors ça, c'était en février 2011. Et plus tard, en 2012, lorsque je lis le projet de société du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, qui se présente en 5 grands chantiers, en 5 grands piliers, ces piliers sont aujourd'hui érigés en chantier, en 5 grands piliers. Le premier pilier, c'est le pacte républicain qui veut reconstruire le tissu du vivre ensemble entre les Camerounais, parce que on ne le dit pas souvent assez. L'idéologie du MRC voudrait reconstruire véritablement le vivre ensemble entre les Camerounais, de sorte que tu puisses voir ton frère ou voir ton compatriote comme ton propre frère et ne pas t'intéresser premièrement à sa tribu, mais plutôt à ce que vous pouvez faire ensemble pour faire évoluer le Cameroun. Alors, j'ai été marqué par cette famille, je ne l'ai jamais oublié. Quand je lis dans le projet de société du MRC qui parle du pacte républicain, je pense à ce que cette famille a fait pour moi. Je me dis, voici le parti au sein duquel je devrais militer pour ne serait-ce que apporter un peu d'amour, pour voir aussi le visage, pour voir aussi le sourire sur le visage des autres, comme ce que cette famille a fait pour moi. Et j'intègre donc le MRC. Voilà, je peux dire peut-être dans le développement avec d'autres questions, je viendrai encore avec plus de détails. D'accord. Alors, une question en fait qui suit est celle qui concerne en fait votre expérience précisément en tant qu'enseignant de mathématiques dans cette région. Comment décrirez-vous cette expérience? Alors, je sais aussi que cette région a connu des troubles, notamment du fait de la présence de la secte islamique Boko Haram. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'ils étaient déjà actifs dans cette région à l'époque où vous y êtes ou pas? Et plus généralement, comment vous avez jugé de votre expérience au niveau des infrastructures, enfin bref, ce qui vous attendait sur place? Voilà. Ok, à la vérité, la secte Boko Haram réalise ses incursions beaucoup plus à l'extrême nord. Pendant mon séjour à l'armée et même dans la région du nord, je n'ai seulement pas connu les incursions dues à la secte Boko Haram. Par contre, il y a beaucoup plus le fait des coupeurs de route. Il y a le grand banditisme qui sévit dans le coin parce que je dois dire que Padarmé se trouve dans l'arrondissement de Bibémi, département de la Benoué. Et dans l'arrondissement de Bibémi, principalement, il y a un village qu'on appelle Adoumri, c'est à Adoumri qu'il y a le plus grand marché du bétail. Le plus grand marché, je pèse mes mots, c'est exact. Le plus grand marché du bétail en Afrique centrale. Déjà, Maurice Kamto s'y est rendu pendant la période de pré-campagne. Il s'est rendu à Bibémi, il s'est rendu également à Adoumri.
le même jour. Donc, du fait du commerce qui se fait à Doumri avec les commerçants, les propriétaires de bétail, il y a régulièrement, mais alors très régulièrement et fréquemment, les attaques ce qu'on appelle les groupes, on les appelle beaucoup plus en langue locale ZAG. C'est très régulier dans ce coin et malheureusement, ces populations sont abandonnées à elles-mêmes. Voilà pour ce côté-là. Mais en ce qui concerne mon travail proprement dit, je dois dire que ça s'est toujours fait, ça se faisait toujours dans des conditions difficiles, puisque, comme je l'ai dit, pas d'armée ne connaît pas d'eau, pas d'armée ne connaît pas d'électricité. Comment est-ce que les populations font pour se nourrir? Vous me poserez la question. Il y a des cours d'eau saisonniers qu'on appelle maillots. Oui. Maillots. Donc, pendant les saisons pluvieuses, lorsque vous voyez un maillot, vous ne pouvez pas avoir le courage de vous en approcher pour traverser. Mais pendant la saison sèche, les maillots ressemblent à des très grands stades qui n'ont pas de limite. Terrain complètement plat. Je crois que il n'y a pas une goutte d'eau qui puisse y passer. Alors, c'est dans ces maillots-là que les populations se ravitaillent parce que l'eau n'est pas complètement asséchée. Les populations viennent faire des petits trous dans les maillots et c'est cette eau-là que ces populations recueillent pour faire absolument tous leurs besoins à la maison. Alors, peut-être pour vous et moi qui ne sommes pas habitués à consommer ce genre d'eau, les premières fois, vous allez forcément tomber malade, forcément. Pourtant, pour ces populations-là, elles ont peut-être déjà développé des anticorps parce que j'ai toujours été surpris que peut-être quand je vais prendre un verre pour boire, parce qu'il fallait pour un début s'acclimater, essayer de vivre comme toucher du doigt ce que ces populations vivent. Quand tu prends un verre d'eau, dans les minutes qui suivent, tu vas sentir que tu ne vas pas bien, absolument pas. Pourtant, ces populations-là sont tout à fait à l'aise avec, dont le corps a déjà développé suffisamment d'anticorps pour combattre un certain nombre de maladies hydriques et bien d'autres en passant. Voilà. Et maintenant, il n'y a pas d'électricité. Donc, moi, enseignant qui donne les exercices, il fallait être suffisamment indulgent. Il fallait suffisamment être indulgent et comprendre les difficultés que vivent ces populations-là pour pouvoir faire mon cours tranquillement. Déjà, même les infrastructures au niveau de l'école n'est pas si fameuse que cela. Les élèves, pendant les périodes, on appelle ça travaux, pour leurs travaux manuels, on les fait ou alors tisser des pailles qu'on appelle séco pour faire des salles de classe. Donc voilà, ce sont des conditions très difficiles qui n'ont pas beaucoup évolué parce que je suis resté en contact avec des anciens élèves qui sont déjà à l'université et qui de temps en temps vont au village. Donc voilà. D'accord. Sandra? Oui, je vais revenir à ma première question qui n'a pas été répondue parce que certainement vous avez beaucoup de choses à dire et c'est aussi normal parce que avec le parcours, le périple que vous avez traversé, mon Dieu, en 2 jours pour se rendre toujours dans le même pays en bateau, pirogue, etc. C'est vraiment incroyable. Mais je vais revenir encore sur ma question que j'ai demandée au début, c'est le pseudo de résistant. L'avez-vous choisi avant votre adhésion au MSC ou après? Et pourquoi avoir choisi ce pseudo? Ok, mon nom Facebook était Jean Bonheur Tchoafa jusqu'en décembre 2018.
très exactement. Alors, peut-être je suis le premier, ou alors je fais partie des premiers qui ont rajouté le pseudo résistant à leur nom, mais j'ai pensé cela immédiatement lorsque le président Maurice Kamto a lancé pour la première fois le PNR, le plan national de résistance. Alors, Jean Bonheur Tchoafa est passé, mon nom est passé de Jean Bonheur Tchoafa sur Facebook. Jean Bonheur Tchoafa est mon nom propre. Alors, c'est passé de Jean Bonheur Tchoafa à Jean Bonheur Résistant pour marquer mon adhésion totale à ce programme national de résistance. OK. Excellent. Donc, c'était vraiment pour marquer votre adhésion à ce programme national de résistance que vous avez décidé de mettre ce pseudo de résistance sur votre page Facebook, parce que la plupart vous connaissent avec ce pseudo et je me disais que c'est quelque chose que vous aviez intégré par rapport au combat que nous menons actuellement. Très bien, merci encore. La prochaine question sera la suivante. Vous avez pris part à la marche blanche pacifique organisée à Tchang le 26 janvier 2019. Est-ce que vous pouvez nous raconter les conditions de votre arrestation et votre kidnapping? Je dis kidnapping parce que vous avez presque été déporté, on va dire, de Tchang à Yaoundé le 26 ou bien peut-être le jour suivant, je ne suis pas très sûre, du 26 janvier 2019. Et qu'est-ce qui vous a fait tenir moralement pendant toute cette aventure? Je veux dire, de Tchang, ensuite arriver en prison à Yaoundé et jusqu'au jour de votre libération. OK, merci pour cette question. Je me rappelle encore des événements du 26 janvier 2019 comme si c'était hier. À la vérité, je suis enseignant au lycée bilingue de Tchang et je réside à Tchang. Mais une semaine avant, le 26 janvier, j'étais hors de la ville. Je participais à un séminaire à Badjoun organisé par EMS Cameroun entendu, African Institute of Mathematical Science, qui vise à donner aux enseignants des outils, de nouveaux outils pour leur permettre de transmettre plus facilement la matière mathématique qui, pour une raison ou pour une autre, se présente comme la bête noire de certains élèves. Alors, le séminaire prend fin le samedi 26 janvier à 13h avec la photo de famille. Les éléments sont encore classés dans ma tête. Je prends la route de Badjoun pour Tchang et j'arrive à Tchang à 15h lorsque la marche vient d'être entamée et j'entre immédiatement dans les rangs. Donc, je participe donc à la marche qui va durer environ 45 minutes avant l'arrivée, sous l'encadrement, je dois le préciser et être honnête, sous l'encadrement des forces de maintien de l'ordre, parce que nous n'avons absolument rien cassé, nous n'avons provoqué aucune casse. Nous disposons de l'arbre de la paix et on chantait l'hymne national avec nos drapeaux, avec des petites pancartes sur lesquelles était écrit « Non à la guerre au Nosso ». Il y avait 3 principales revendications. Non au hold-up électoral et un troisième qui concernait la casse du siècle, qui est le détournement massif à l'occasion de l'organisation de la CAN 2019 qui avait finalement glissé. Alors, la marche s'est faite pacifiquement sous l'encadrement des forces de maintien de l'ordre. Mais à l'arrivée du sous-préfet, la barbarie a commencé. Le sous-préfet est arrivé et a ordonné aux éléments qui étaient présents d'arrêter de procéder à l'arrestation du départemental qui coordonnait la marche, et le départemental Christian Fouelefak. Je dois dire très clairement que pour un début, ces forces de maintien de l'ordre ont hésité puisque le départemental avait déjà invité les populations
avait déjà remercié les populations et les avait invitées à regagner tranquillement leur domicile. Et ces populations-là avaient commencé à se disperser. Mais sous l'insistance du sous-préfet, les forces de maintien de l'ordre ont donc commencé avec la barbarie. Voilà ce qui s'est passé à Tchang le 26 janvier. Alors, Christian Folefak, Atso Julienne et plusieurs autres militants ont été arrêtés sous mes yeux, bastonnés. Et lorsque nous étions en train de suivre le pick-up qui les transportait pour voir où est-ce qu'il sera amené, c'est à ce moment que j'ai été aussi arrêté. J'ai fait l'objet d'une violence sans pareil puisque on me met derrière une pick-up. Deux policiers l'un dépose les pieds sur les miens pour qu'ils ne puissent pas bouger et l'autre dépose ses rangers sur ma tête. Tous se donnent à cœur joie pour me bastonner, me lancer des propos insultants auxquels je ne vais pas répondre. Et du lieu de mon arrestation jusqu'au commissariat central de Tchang, je suis sauvagement roué de coups. Et arrivé au commissariat, on ne me permet pas de descendre du pick-up. Je suis plutôt traîné comme un sac de macabo, pourtant je pouvais encore marcher. Et pour ceux qui connaissent le commissariat de Tchang, il y a des escaliers, le commissariat central. Sur ces escaliers-là, on ne me permet pas non plus de marcher, de grimper ces marches-là. Non, on me tire comme le sac de macabo. C'est d'ailleurs ce que tous mes autres compagnons d'infortune ont subi. Nous sommes traînés sur les escaliers pour nous amener au couloir du commissariat où nous serons sauvagement bastonnés. Pourtant, nous ne disposons d'aucun objet contondant. Nous ne faisons l'objet d'aucune menace. Nous avons été arrêtés et nous n'avons posé aucune résistance, mais on nous a sauvagement bastonnés, blessés. Les narines coulaient du sang. J'avais des commotions à la tête un peu de partout. Avec Ifoubé Andreas, qui est le départemental jeune du MRC, et plusieurs autres militants, nous sommes donc envoyés en cellule, et d'autres sont à la brigade terre de Tchang. Alors, il y a quelque chose que je voudrais raconter. Je m'en voudrais de ne pas le faire. Nous avons été arrêtés avec 6 autres personnes qui n'avaient absolument rien, mais alors rien à voir avec la marche. En fait, pour ceux qui connaissent Tchang et particulièrement, qui connaissent la Menoa, particulièrement Tchang, il y avait des jeunes qui, selon leur dire, et plus tard ça s'est confirmé, qui venaient de Sangchou. Ils se sont rendus. Sangchou, c'est un petit village situé à environ 30 kilomètres de Tchang. Alors, ils venaient de Sangchou et ils se rendaient aux funérailles des parents d'un des leurs à Fokamezo, qui est un village situé à quelques kilomètres de Tchang. Alors, de retour, ils se sont arrêtés dans la ville de Tchang parce qu'ils étaient tous à moto. Donc, ils avaient 3 motos, ils étaient 6. Donc, chaque conducteur, il y avait 3 conducteurs et chaque conducteur portait une personne. Ils se sont donc arrêtés dans un garage pour resserrer les boulons avant de reprendre l'axe lourd. Ils ont été interpellés et leur moto saisie, puis garée au commissariat central de Tchang. Et ils étaient tous en uniforme du deuil. Quand ils nous ont rejoints dans la cellule, nous autres qui avons marché et qui reconnaissons avoir marché, nous étions surpris. On ne comprenait pas leur présence. Eux non plus n'y comprenaient absolument rien. Donc, vous ne les avez pas vus au lieu de la marche? Non, absolument. Ils ne pouvaient pas marcher avec la moto. Ça n'avait absolument aucun sens. Ce sont des faits factuels que j'ai vécus, que je vous raconte. Alors, lors de nos auditions, nous étions tous dans la même pièce. J'ai particulièrement assisté à ce qui s'est passé. L'un dit, mais je ne comprends rien. Vous nous parlez de marche. Nous savons même pas ce que c'est que MRS. Donc, même prononcer MRC
Ce sont des cultivateurs qui sont là-bas à Sanchou, ils vont à leurs occupations dans leurs travaux champêtres. Ils ne savent même pas ce que c'est que le MRC. Ils parlent de MRS, puisque l'enquêteur parle de marche du MRC, ils reprennent MRS. Ils étaient complètement perdus, mais alors très perdus. Et l'un est allé jusqu'à ouvrir son sac avec la permission de l'enquêteur pour montrer les mets de pistache, les mets d'arachide, le vin rouge, les poulets et poissons, les fritures là. Vous leur dites, mais vous me parlez de marche, pourtant nous revenons des funérailles. Si vous avez besoin des preuves, si notre uniforme ne suffit pas, que vous avez pris nos motos qui sont garées là dehors ne suffit pas. Voici ce qui sort de nos sacs. Nous sortons des funérailles, nous n'avons absolument rien à voir avec ce que vous appelez MRS et ces marches. Tout ce qu'ils ont présenté, le poulet, le vin rouge, c'est resté au commissariat. Ne me demandez pas ce que c'est devenu. Bref, ça a été réquisitionné, peut-être comme pièce à conviction, je ne sais pas pourquoi. Donc, ça a été récupéré et ils étaient certains qu'on allait les libérer. Mais le lendemain, ensemble, nous avons été conduits à la prison principale de Tchang. Nous avons été tous conduits à la prison principale de Tchang et on a signé pour nous tous des mandats, les bons de garde à vue administrative signés par le préfet. Voilà, pour 2 semaines, pour une durée de 2 semaines renouvelable. Bon, nous avons passé une nuit à la prison de Tchang. Nous avons passé une nuit au commissariat. Nous étions déjà le 27. Et le 27, nous avons été tous conduits à la prison principale où nous avons passé également une nuit. Et le 28, nous avons été déportés tous ensemble avec tous ceux-là à Bafoussam. Alors, j'ai voyagé particulièrement dans les conditions difficiles. Tous les autres étaient dans la voiture. Moi seul, j'étais tapis comme je ne sais pas pourquoi. Il y avait 2 policiers à mes côtés, cagoulés, protégés contre le froid. On ne voyait que 3 ouvertures sur leur cagoule, la bouche et les yeux. Et l'un était à ma gauche, l'autre était à ma droite. Ils m'ont formellement interdit de placer la main quelque part pour soutenir les secours, pour empêcher de frapper ma tête peut-être sur un morceau de fer pendant le voyage. Ils me l'ont interdit. Et le chauffeur, je ne sais pas comment qualifier sa conduite, mais il était fou furieux puisqu'il ne connaissait pas ce qu'on appelle dodan. Donc, au niveau du dodan, la voiture pouvait sauter. Je vais assis, la voiture va à gauche, je vais à gauche frapper la tête. Si je vais assis, la voiture va à droite, je vais à droite frapper la tête. Ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive à Bafoussam avec les yeux qui sont en train de couler, les mauves qui sont en train de couler à cause du froid, du vent que j'ai dû recevoir pendant tout le voyage. Nous sommes premièrement conduits au commissariat, à la police judiciaire, où nous avons traîné peut-être pendant 2 heures. Et ensuite, nous sommes déférés au commissariat de la sécurité publique et envoyés dans une salle comme ça, une salle quelconque avec des urines qui traînaient un peu partout. Et quand nous sommes installés, quelques temps après, une délégation, nous sommes envoyés au commissariat de la sécurité publique de Bafoussam et quelques instants après, nous recevons une délégation. Il s'agit de la délégation des personnes qui avaient été arrêtées à Bafang. Ils devaient être au total une 15aine. Et nous sommes arrangés à nous faire des petits couchettes. On se disait qu'on devait y passer la nuit, mais autour de minuit, on nous demande tous de nous lever alors que le sommeil nous emportait déjà chacun. Quand nous sortons, nous traversons un couloir constitué
exclusivement des hommes lourdement armés. Donc, de gauche à droite, ils ont formé un couloir qu'on devait traverser pour se diriger dans un camion déjà apprêté pour nous attendre. Nous montons et il y a parmi nous des curieux qui demandent mais où est-ce que vous nous amenez malgré la peur au ventre parce que il faisait tout pour nous faire peur de toutes les façons. Et l'un nous a lâché, on vous amène pour vous tuer, quoi. On va vous placer chacun une balle dans la tête, c'est ce qu'ils nous ont lancé. Alors, nous montons, nous grimpons dans le camion. Nous ne savons pas où est-ce qu'ils nous amènent. Et parmi nous, il y avait certains qui avaient des stylos, d'autres qui avaient des petits formats, des petits bouts de papier. On s'est livré à un petit travail durant tout le voyage. Nous sommes les militants du MLC arrêtés à tel endroit. Nous ne savons pas où est-ce qu'on nous amène. Bref, des petits mots pour donner des indices sur notre situation. Et on balançait tout au long du voyage. Alors, nous avons su à un moment donné qu'on allait à Yaoundé quand on a traversé, plus précisément quand on arrive au bord de la Sanaga, le chauffeur gare. Et oui, il freine et demande que chacun descende pour prendre la balle qui lui est réservée. Bon. Nous avons vraiment cru que c'était la fin, qu'ils allaient passer à l'acte. Mais c'était davantage des moyens pour nous faire peur. Et voilà. Il a traîné peut-être moins d'une minute. Oui, ou trop une minute. Et après, le voyage s'est poursuivi. Je dois dire que c'était dans des conditions vraiment difficiles parce que il y avait des femmes parmi nous qui n'étaient pas dans leur bonjour et qui, pour se changer, devaient le faire devant nous les hommes. Et même le gardien qui était là refusait de tourner la face. Donc, voilà. Mais bon, ça, ce n'était qu'un détail par rapport à ce que nous allons vivre plus tard. Donc, nous sommes arrivés à Yaoundé nous sommes arrivés à Yaoundé autour de 3h30, étant partis de Bafoussam autour de minuit. Pour ceux qui ont déjà fait le trajet Bafoussam-Yaoundé, vous devriez comprendre que c'était un autre chauffeur fou furieux, peut-être beaucoup plus que celui qui nous a conduit de Tchang à Bafoussam. Parce que 3h30, Bafoussam-Yaoundé, c'est suicidaire, vu l'état de la route. Nous avons frôlé l'accident à plusieurs reprises. À plusieurs reprises. Alors, donc, nous arrivons donc à Yaoundé et nous sommes conduits dans une base militaire, le CCGMI de Soie, commandement central du groupement mobile d'intervention. C'est situé dans la MEFO à Famba. Donc, voilà où nous sommes. Long couloir, tout poussiéreux, et nous sommes conduits là-bas et enfermés. Je disais tantôt que ce que nous avons vécu pendant le voyage n'était rien comparé à ce que nous allons subir plus tard, pour la simple raison que nous étions traités moins que les animaux. Pour ceux qui font un peu d'élevage à la maison, peut-être vous avez du bétail. Je crois que le traitement que certains réservent au bétail ou à la petite volaille qu'ils ont à la maison, c'est beaucoup mieux que ce que nous avons subi. Et plus humain. Puisque dans ce couloir où nous avons été parqués, on nous avait déposé un seau au milieu du couloir. Quand je parle de couloir, n'allez pas chercher autre chose, c'est vraiment un couloir, puisqu'il n'y a pas un espace d'intimité dans la salle.
ni au coin, absolument rien de tout ça. On nous avait déposé un seau pour faire nos besoins. On nous avait déposé un seau pour faire nos besoins. Donc, hommes comme femmes, vous savez, quand vous voulez vous soulager, vous pouvez vous retenir pendant un certain temps. Mais à un moment donné, il n'y a plus moyen de se retenir. Et donc là, peu importe ceux qui sont autour de vous, vous allez vous soulager. Alors, pour déposer le son, on avait dû passer à un vote. C'est du fond du couloir, c'est un long couloir, il y a ceux qui sont en haut, ceux qui sont en bas, ceux qui sont en haut ont refusé, ceux qui sont en bas ont refusé, ceux qui sont au milieu ont refusé. Personne ne voulait qu'on dépose le seau pour se soulager à côté de lui, quoi. C'est normal, ça se comprend. Mais on a dû procéder à un vote et c'est tombé au milieu. Donc, c'était dans là au milieu qu'homme comme femme devraient se soulager. Donc, bon, là, c'était le soir à partir de 16h, 17h, où on ne vous permettait plus de pointer le nez dehors. Parce qu'en journée, quand vous voulez vous mettre à l'aise, il y avait quand même les toilettes. Ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas de toilettes, il y avait des toilettes. Donc, on pouvait très bien sortir, vous accompagner, mais c'était un choix de nous faire davantage, de nous traiter comme des sous-hommes. Alors, en journée, pour sortir, tu devais être accompagné par 2 gardiens bien armés, comme si c'était Aboubakar Shekau. Je sais pas trop pourquoi il y avait cette façon de nous traiter. Et quand tu reviens en salle, on la ferme. Et nous devions passer toute la journée ainsi. Et le soir, à partir de 16h, 17h, il n'y a plus possibilité de sortir. Si tu as n'importe quel besoin, ça se fait dans le seau. Alors, je crois, le nom de ce commissaire, je ne vais pas l'oublier, le commissaire Ndika, qui était très gentil avec nous, qui est venu dire qu'on ne peut pas mélanger les hommes et les femmes de cette façon dans une même salle. Et il a fait venir avec lui les femmes pour les loger ailleurs. Oui. Et toujours dans ce camp-là, dans ce camp militaire. Ça veut clairement dire que si on se soulageait dans le seau, ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas les toilettes, je l'ai expliqué. Si on nous a mélangé avec les femmes pour un début, ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas l'espace pour mettre les femmes. C'était tout à fait. Nous maltraiter. Et il y a eu quelque chose de très traumatisant que nous avons également vécu là-bas. Le traitement qui était le nôtre a dû créer de la révolte. Et à un moment donné, parce que même la façon de nous donner à manger comme dans des brouettes, bref, les récipients étaient tellement sales, ça a dû créer de la révolte et des voix se sont élevées. Nous avons exprimé notre mécontentement au commandant de la base. Et parce qu'on se plaignait, il y a une dame, je ne vais pas oublier son nom, Madame Nga Brigitte. Je la cite de mémoire parce que je ne pourrais pas l'oublier à cause des propos qu'elle avait tenus à notre rencontre. Elle nous a dit, c'est dans 5 ans, au moins dans 5 ans, que vous allez confirmer les conséquences des repas que vous avez déjà mangés. Donc, nous ne savons pas si c'était uniquement pour nous faire peur ou alors c'était des propos vraiment avec quelque chose de sérieux, c'est-à-dire qu'ils ont introduit je ne sais pas quoi dans les repas et qui devraient agir sur nous plus tard, pas à l'instant. Donc, voilà les conditions dans lesquelles nous avons vécu au CCG de Soie pendant 2 semaines avant d'être tous déférés au tribunal militaire très exactement le 12 février parce que nous avons suivi
le discours du président des faits le 11 février. Et le jour suivant, nous avons tous été déférés devant le commissaire du gouvernement au tribunal militaire de Yaoundé, où nous avons passé une nuit à même le sol dans la salle d'audience de ce tribunal et on nous a signé les mandats de détention provisoire de 6 mois renouvelables pour chacun. Donc, voilà, nous sommes arrivés en prison dans la nuit du 13 février à la prison de Kondengui, dans la nuit du 13 février 2019. Alors, à notre arrivée en prison, nous avons tous été conduits dans notre bus parce que c'est un bus qui nous a transportés. Nous devions être environ 60. Nous avons été conduits à la cellule dite de passage au quartier 4 de la prison centrale de Kondengui. La cellule de passage, la cellule de passage a la dimension d'une chambre. La dimension d'une chambre ne change pas trop. Quand je parle de chambre, les auditeurs peuvent essayer d'imaginer dans leur esprit ce que c'est que la dimension d'une chambre. Ils peuvent même être assis dans leur chambre et voir et imaginer ce à quoi je fais référence. Alors, nous sommes 60, tous parqués là-dedans, et ce n'est pas tout. Nous sommes arrivés autour de 1 heure ou 2 heures dans la prison, et autour de 2 heures, 3 heures, il y a eu une vague de jeunes qui sont arrivés, ils sortaient du tribunal de première instance. Il devait être une dizaine, donc on était environ 70, et dire que nous avons trouvé d'autres prisonniers déjà dans cette cellule dite de passage, dont on devait être environ 100 personnes dans une pièce qui a la dimension d'une chambre. Et j'y étais avec le docteur Modeste Ngono, qui est aujourd'hui le régional littoral 1. J'y étais également avec le docteur Kwam, et le docteur Christian Folefac. Bref, nous étions tous mélangés dans cette pièce-là. Vous allez certainement me poser la question, mais comment est-ce possible 100 personnes dans une pièce qui a la dimension d'une chambre? Alors, il y a une position en prison qu'on appelle position Gankom. Cela consiste à quoi? Tel que moi, je suis assis, j'écarte les jambes. Si je suis le premier, je donne le dos au mur et j'écarte les jambes. Le suivant s'assoit entre mes jambes et dépose sa poitrine et dépose sa tête sur ma poitrine. Ainsi de suite. Donc, il y a une sorte, je sais pas comment expliquer ça. Vous voyez une maman qui va au champ, récolte son maïs et à la maison, elle essaie de classer dans le grenier pour que tous les objets puissent entrer. C'est exactement ce qui se passe dans cette cellule dite de passage. Donc, on vous classe comme des objets et la position que tu prends, tu ne peux pas la changer parce qu'il n'y a pas moyen de la changer. C'est donc ce qu'on appelle position Gankom. Donc, tu supportes la douleur, peu importe, pour passer la nuit. Quand nous sommes dans cette salle, elle est fermée. Vous imaginez 100 personnes dans une petite pièce, forcément, vous allez transpirer. Donc, on n'a même pas besoin de te demander, tu dois toi-même te déshabiller parce que la chaleur, vraiment, tu ne peux pas la supporter. Et il y a ceux qu'on a trouvés en prison et ceux qu'on a trouvés dans cette salle, d'aucuns parmi eux avaient la gale. C'est le docteur Ngono qui nous a dit toutes les maladies de la peau on peut traiter. Donc, il faut seulement supporter psychologiquement cette torture-là, tous les restes de maladies qu'on peut avoir sur la peau, que ce soit les urines. Parce qu'il faut dire que pour se soulager, quand on ferme la salle, on ne l'ouvre plus. Pour se soulager, c'est dans les bouteilles de Tanguy. Et il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de bouteilles dans la pièce, sinon ça doit occuper aussi beaucoup d'espace.
Donc, quand tu te soulages dans une bouteille, tu passes au voisin. S'il veut se soulager, se soulage dans la bouteille, ainsi de suite. Donc, vous avez des bouteilles là concentrées, comme c'est un concentré d'ammoniac. La nuit, ça s'éclate et ça se verse sur nous. Bon, nous avons supporté tout ça et les médecins qui étaient parmi nous nous ont dit tout ça n'est qu'un détail. Ça se soigne. Toutes les maladies de la peau, ça se soigne. Donc, nous avons passé dans ces conditions-là 72 heures à la cellule de passage et transféré chacun par la suite dans les différents quartiers. Il y a le quartier, en Kondengui, il y a le quartier des mineurs, il y a le quartier des malades mentaux qu'on appelle la buanderie. Ça veut dire que si tu arrives en prison, parce qu'il y a d'autres qui ne supportent pas la prison, qui peut-être, je vais prendre peut-être l'exemple d'un ministre qui voit sa vie complètement basculer, qui était très fort hier et demain il n'est qu'un prisonnier parmi des milliers d'autres personnes qui sont des prisonniers comme lui et peut-être il peut ne pas supporter ce changement brusque dans sa vie et il devient malade. Alors, si tu deviens un déséquilibré en prison, ce n'est pas une raison pour qu'on te libère. Il y a donc un quartier pour les fous. Il y a vraiment des fous encore. Il y a un quartier pour les fous. Le quartier, c'est la buanderie. On appelle ce quartier-là la buanderie. Alors, on t'envoie dans le quartier des fous. Il y a le quartier des malades. Il y a le quartier des prisonniers de luxe. Il y a le Kosovo. Moi, j'étais au Kosovo. Il y a 2 quartiers. 8 et 9 qui représentent le Kosovo, c'est le quartier des plus grands repris de justice, des plus dangereux. J'ai connu la prison au plus profond. J'y étais dans ce quartier, particulièrement le quartier 8, avec le docteur Oko, qui, une fois affecté dans ce quartier, a refusé d'être transféré ailleurs. Donc, puisque quand les autorités de la prison se sont rendues compte qu'il s'agit du docteur comme membre du directoire, ils ont voulu le ramener dans un quartier mieux disant, il a refusé. Et il a dit, bon, ceux qui sont là avec moi sont aussi des hommes, alors nous allons y vivre ensemble. Donc, le docteur Oko est arrivé quand j'étais déjà là-bas. Je vais dire que ce qui nous a fait tenir, c'est le nombre. C'est le nombre. Quand on dit que l'union fait la force, cette maxime a tout son sens. Dire que nous étions environ 150 ou 200, le nombre exact m'échappe. Ce n'est pas rien, 200 personnes unies pour la même cause et réunies ensemble dans le même lieu. C'est une force. Je peux dire que nous nous sommes opposés, par exemple, au passage du docteur Oko, de Marie-Flore Boussi, du président Mamadou Mota et de Sa Majesté Biloua Efa, nous nous sommes opposés à leur passage en cellule de passage. Mais je m'explique. Puisque nous étions déjà en prison le 26 janvier, ils sont arrivés ils ont marché le 1er juin et ont été des fois le 4 ou le 5 juin comme ça. Et ils sont arrivés quand nous étions déjà là. Quand nous avons appris qu'ils arrivaient, puisqu'on les a fait tous déshabiller, on a fait déshabiller le président Mota, on a fait déshabiller Sa Majesté Biloua Efa, parce qu'il y a une volonté manifeste d'humilier. Oui. Donc, on les a fait traverser la prison tous torse nu pour les diriger à la prison, à la cellule de passage. Je vous ai expliqué ce qui se passe en cellule de passage, comment vous êtes assis en position Gankom et tout ça. Alors, puisque nous étions déjà là, nous avons eu l'information, nous sommes tous sortis de nos quartiers et nous sommes regroupés dans la cour de la prison. Nous avons dit non, vous ne pouvez pas, il n'y a aucune raison pour que vous les traitez comme ça. Vous les affectez directement dans leur quartier. Et le nombre a fait plier l'administration. Donc, le fait d'avoir été nombreux nous a véritablement fait tenir. Donc, c'est le nombre pour répondre très simple. Mais si vous le souhaitez, je peux raconter quelques épopées de la prison. On aura probablement l'occasion d'y revenir. En fait, je voulais, puisque nous avons la chance de vous avoir, que vous nous faites part un peu, d'après vous, de cette expérience, puisque l'expérience que vous avez vécue, nous avons aujourd'hui des Camerounais
qui ont également marché le 22 septembre dernier et qui sont dans les mêmes situations, c'est-à-dire qu'ils passent eux aussi au travers de ce que vous avez connu. Alors moi, ce que je voulais savoir, c'est d'après vous, quel est l'état d'esprit du militant de base du mouvement pour la renaissance du Cameroun aujourd'hui, face à tout ce qui se passe au Cameroun, face à tous ces injustices, car c'est de cela qu'il s'agit. Est-ce que, comment vous sentez les choses, vous qui êtes justement au quotidien avec les militants? Je pose la question parce que l'objectif avoué, parce qu'il ne faut pas se cacher les choses, pour lesquelles ces personnes arrêtées pour de simples marches sont traitées de la sorte, c'est probablement pour les dissuader justement d'appeler un changement au Cameroun. Alors, est-ce que vous avez l'impression que ça fonctionne ou pas? C'est ce que je veux savoir. Quel est, selon vous, l'état d'esprit justement des militants de base du MRC et plus généralement des Camerounais que vous rencontrez tous les jours? Bon, en ce qui concerne les militants de base, je pense que la prison ne fait plus peur. Elle ne fait plus peur pour les militants de base, mais peut-être pour le peuple camerounais de façon générale. Je crois que il y a encore de la peur. Le travail d'éveil que le MRC a entrepris n'est pas encore arrivé à maturité. Donc, nous avons le devoir de continuer ce travail d'éveil. Pour nous autres qui avons fait la prison, Monsieur Biya menace, fait peur aux Camerounais avec la prison. Nous y avons été, nous avons été dans les quartiers les plus dangereux. Mais qu'est-ce que Monsieur Biya peut encore bien faire de nous, si ce n'est que nous envoyer en prison avec des infractions, avec des titres pompeux qui ne veulent absolument rien dire, hostilité à la patrie, insurrection et tout ça, tout un vacarme, et tout ça absolument pour rien. Donc, on brandit la plus grave infraction pour vous menacer. Et pourtant, vous avez manifesté, pour ceux qui ont manifesté, absolument pacifiquement. Vous n'avez rien cassé et on vous parle d'hostilité contre la patrie et on vous envoie en prison. Et après la prison, quoi donc? Donc, pour les militants de base, pour ceux qui ont fait la prison, pour ceux qui ont côtoyé ceux qui ont fait la prison, pour ceux qui ont discuté avec ceux qui ont fait la prison quand ils sont sortis de prison, tous ont même envie d'aller en prison, je vous le dis très, très honnêtement. Donc, nous devons véritablement arriver à un niveau où les prisons de M. Biya seront saturées, ils n'auront plus d'espace pour arrêter les Camerounais et que ceux qui avaient peur, le reste des Camerounais, qui avaient encore peur de sortir à cause de la prison, qu'ils sortent donc parce qu'il n'y aura plus l'espace pour arrêter les gens. Pour me résumer, les militants de base du MRC ont traversé l'étape de la peur. Mais le reste des Camerounais, il y a encore de la peur. Il y a encore de la peur et le travail d'éveil des consciences que le MRC fait depuis plusieurs années doit continuer et doit s'accentuer. Excellent. Je vais rebondir là-dessus parce que ce que vous dites est vraiment très pertinent parce que c'est vraiment ce travail d'éveil là et de conscientisation qu'on doit vraiment mettre en avant parce qu'après les marches du 22 septembre et du 6 octobre, il y a une sorte de tristesse ou d'amertume que certaines personnes ici dans la diaspora, ça il faut le dire, il faut pas se le cacher. Ils estiment que la mobilisation au Cameroun n'a pas été assez effective et que les Camerounais de l'intérieur doivent revoir leur stratégie. Donc, que voulez-vous dire à ces diasporiens qui sont un peu, on va dire, dans une sorte de tristesse et de découragement même, je dirais? Je dirais que le découragement ferait plutôt plaisir à nos adversaires. Je leur dirais que je les comprends. Je comprends très bien leur impatience. Nous aussi qui sommes ici au Cameroun, nous sommes impatients. Rien ne pourra être parfait. Je ne garantis pas que l'organisation des prochaines marches sera parfaite. Je peux me déjà le dire de manière sentencieuse. Il y aura toujours quelque chose à redire après l'organisation d'une marche. Mais
nous allons chaque fois nous remettre en question, essayer de régler ce qui n'a pas marché pour pouvoir faire mieux que ce que nous avons fait précédemment. Je voudrais leur dire qu'ils doivent être compréhensifs et patients et ne pas céder au découragement parce que nous aussi, nous voulons que le régime de monsieur, que la dictature de monsieur Biya prenne fin. Donc, ceux qui se plaignent sont très loin d'imaginer les échanges avec le verbe O que nous avons lorsque nous devions faire une mise à jour, que nous devons discuter de l'organisation des marches ou de n'importe quelle autre activité du parti qui n'a pas fait l'effet d'une très grande victoire. Mais le verbe est très haut. La critique est acerbe, mais ça se passe à l'intérieur du parti. Ceux qui dirigent le parti, ceux qui ont à charge peut-être l'organisation des marches à quelque niveau que ce soit, ce sont des hommes comme vous. Ce sont des hommes comme vous et moi. Ils peuvent se tromper. Ils peuvent faire des erreurs. Mais les vouer aux gémonies à la face du monde, je ne crois pas que ce soit forcément une bonne idée. On peut le faire et on le fait nous-mêmes d'ailleurs. Nous-mêmes, nous nous remettons en question, mais dans les canaux officiels à l'intérieur du parti pour nous améliorer et pour faire mieux prochainement. Alors, pour ne pas être long, je voudrais leur dire que je les comprends. Très honnêtement, je comprends leur impatience, mais je voudrais les inviter à être indulgents et à ne pas se décourager, à travailler encore et davantage avec nous pour développer les voies et moyens pacifiques pour atteindre la masse critique devant servir et valoir ce que de droit. Très bien. Mais en tout cas, merci pour ces mots qui naturellement sont adressés aux Camerounais de la diaspora qui, comme vous le savez, sont très, très soucieux des événements qui ont cours au Cameroun en ce moment. Il y a un phénomène un peu nouveau, on va dire ça comme ça, à Douala. C'est un mot, on dirait que c'est une mode en fait qui nous vient de la Côte d'Ivoire, puisqu'on parle maintenant de microbes. Hein. C'est un mot que j'ai entendu. Et on se questionne, on se demande en fait pourquoi soudainement, comme ça, des jeunes se mettent à agresser comme ça la population de Douala. Alors, est-ce que vous avez des informations en fait concernant ce phénomène? Je vais simplement manifester ma surprise quant à la riposte que devrait être celle des forces de maintien de l'ordre, et parce qu'il n'y a véritablement pas de riposte. Juste avant l'émission, j'ai vu une vidéo circuler avec des jeunes qui ont les machettes. Je crois que c'était du côté de Deido, parce que c'est ce groupe d'individus qui sèment la terreur aurait mené également des incursions ce soir. Donc voilà, ils ont mené des incursions aujourd'hui et je n'ai pas vu les forces de maintien de l'ordre. Je n'ai pas vu les camions qu'on appelle Abraham qui versent l'eau sur les manifestants. Pourtant, il y a 2 ou 3 jours, pour la première fois qu'on entendait parler de ce phénomène de microbes au carrefour de Kochi. Ils ont eu suffisamment le temps pour se renseigner, pour mener des enquêtes. Pourquoi ne pas pour démanteler ce groupe-là, mais il n'y a absolument rien eu. Mais nous avons vu tout un maillage, que ce soit médiatique, que ce soit dans les réunions, que ce soit du bouche à la part du gouvernement, pour empêcher, pour s'aimer la terreur quant aux manifestations pacifiques projetées par le 22 septembre dernier. Mais après la première incursion de ce groupe appelé Micro, nous n'avons absolument rien vu allant dans le sens de démanteler ce réseau, au point où 2 ou 3 jours après, ils ont mené une nouvelle incursion, c'est-à-dire ce soir-ci même, puisque j'ai vu les vidéos circuler des jeunes du côté de Deido.
je suis vraiment très surpris qu'il n'y ait pas de riposte conséquente. Donc, du coup, les populations sont abandonnées à elles-mêmes. Vous pouvez rester chez vous et recevoir un jeune avec la machette. On ne sait pas ce qu'il peut vous faire, qui vient vous agresser. Et la vie continue tout simplement. Mais on va déployer les forces de maintien de l'ordre, la direction de la surveillance du territoire, on va déployer le BQG, on va déployer le BIR, les éléments de la DGSN, le renseignement en civil et en tenue pour des manifestants pacifiques. Mais voilà des jeunes avec des objets contondants en pleine ville, avec des machettes qui menacent la population et qui mènent leurs incursions sans être inquiétés. Je suis vraiment surpris. C'est terrible ce qui se passe. C'est vraiment terrible. D'accord, parfait. Sandra, est-ce que tu voulais poser une dernière question car on s'achemine? Oui. J'aimerais revenir un peu sur l'actualité de ces 2 dernières semaines et vous poser cette question. Que pensez-vous, vous, en tant que, on va dire, pédagogue, parce que vous êtes un professeur? J'aimerais vous demander, un enseignant, j'aimerais vous demander que pensez-vous des récents résultats de l'ENAM, où on voit plusieurs membres d'une même famille être vraiment admis à ce concours d'une manière un peu douteuse. Avant d'arriver au résultat, au résultat récent, il faut dire que c'est une habitude à l'école nationale d'administration et de la magistrature. C'est une école à scandale. Nous avons vu les fils et les enfants du président réussir au concours de l'ENAM. Je ne sais pas s'ils ont composé, je ne sais pas s'ils ont un jour fréquenté. Et ces 2 enfants, fille et garçon, nous avons vu des morts être proclamés majors à l'École nationale d'administration et de la magistrature. Nous avons vu des personnes réussir au concours sans même composer. C'est le cas d'un certain Oumar Rouyaya qui a engagé un recours gracieux préalable auprès du ministre de tutelle de l'ENAM parce qu'il y a eu 2 Oumar Rouyaya, l'un a composé, l'autre n'a pas composé et il y a les preuves qu'il n'a pas composé avec les fiches d'émargement où son nom est marqué, ou devant son nom c'est marqué absent en rouge. Mais aussi surprenant que cela puisse paraître, il n'a pas composé et il réussit, tandis que celui qui a composé et qui a même été admissible ne réussit pas. Donc, l'ENAM est simplement une école qui nous a habitués au scandale. Le fait pour le directeur de faire réussir, il faut le dire ainsi, les membres de sa famille, ça ne représente rien par rapport au scandale auquel nous avons souvent été habitués. Ce n'est qu'un fait de plus, donc rien de nouveau sous le soleil. Nous avons vu toute une famille également par le passé, la famille du président de l'Assemblée nationale, et pratiquement toute une dynastie qui est passée par l'ENAM. Donc, c'est un phénomène courant. C'est un phénomène courant. L'ENAM qui devrait être une école d'élite ne l'est absolument plus. Cette école, pour moi personnellement, doit être à la limite, si elle n'est pas restructurée, elle doit simplement être reformée. Elle doit être simplement fermée. Elle doit être simplement fermée. On doit créer une autre structure qui doit promouvoir des valeurs vraiment républicaines. Voilà ce que je peux dire pour l'ENAM. Merci. Alors, nous arrivons ici au terme de cette émission. Elle a été entrecoupée, de quelques difficultés, mais ce n'est pas bien grave. En tous les cas, nous vous remercions vraiment d'avoir accepté de nous raconter ces moments passés en détention, parce que c'est une façon pour nous, en fait, d'instruire le peuple camerounais sur la réalité de ce régime. Parce que lorsqu'on parle du Cameroun, beaucoup de Camerounais
voilà, se berce de romantisme quand la réalité vraiment est tout autre. Le Cameroun, c'est une dictature. Le régime de M. Biya, c'est un régime sur sa faim qui durcit les conditions de vie des Camerounais. Et on le voit à travers le traitement qu'ils font des personnes qui simplement marchent pacifiquement. Quand les grands criminels, ceux qui détournent des fonds, comme on le voit à longueur de journée dans l'actualité, eh bien, sont parfaitement libres et jouissent pleinement de leur liberté, ce qui est une parfaite contradiction dans un État qui se veut de droit. Donc, nous vous remercions vraiment d'avoir partagé avec nous ces moments. Ce sont des moments importants, car viendra le temps où ceux qui se sont livrés justement à ce traitement vis-à-vis des Camerounais devront rendre des comptes. Et c'est important de documenter cela pour qu'on ne dise pas plus tard eh bien, que ce sont des affabulations ou que parfois on exagère, on tire le trait sur des faits qui n'ont jamais eu lieu. Donc, c'est important réellement d'avoir la chronologie des faits. Je veux rappeler que c'est ensemble, vous l'avez dit, hein, que c'est l'union qui fait la force, et cela dans réellement tous les domaines. Le Cameroun aujourd'hui fait face à de nombreux défis, certains même parlent aujourd'hui d'une révolution. Alors, encore faut-il savoir de quoi il s'agit précisément. En tous les cas, nous sommes dans une démarche pacifique, c'est le souhait du président élu, le professeur Maurice Kamto, et nous espérons que le peuple camerounais grandira dans la prise de conscience des enjeux qui sont les nôtres, ceux de notre génération, rendez-vous de l'histoire. Voilà, Sandra, je te passe également la parole pour un dernier mot. Oui, ce que tu dis est très pertinent, AP, parce que le récit de Jean Bonheur, c'est une expérience, son récit de détention, d'arrestation d'abord et de détention. C'est une expérience révoltante et inhumaine. Et ce qui fait encore le plus mal, c'est qu'il n'est pas le seul à l'avoir vécu. Plusieurs autres ont vécu cela et vivent même encore cela de nos jours. Donc, dans un pays où les gens sont traités comme des bêtes, des animaux avec petit a, parce qu'ils sortent simplement manifester pacifiquement, moi, je trouve qu'il y a une urgence de la mobilisation. Il y a vraiment une urgence à dépasser cette peur-là. Parce que c'est comme ça, c'est cet État dictatorial qui traite les êtres humains comme des bêtes. Donc, il est temps pour le peuple camerounais de se libérer de cette dictature en prenant son destin en main. Personne ne viendra libérer le peuple camerounais à leur place. Donc, Jean Bonheur, j'aimerais te donner le mot de la fin pour tous les Camerounais, ceux qui vivent au Cameroun et ceux de la diaspora. Ok, avant le mot de la fin, je voudrais peut-être dire un petit mot en ce qui concerne ma nouvelle fonction. Je suis depuis quelques semaines nommé au directoire national du MRC comme secrétaire national délégué en charge de l'éducation de base et secondaire, de l'éducation civique et de l'hygiène publique. Et en tant que tel, je voudrais dire un petit mot avant le mot de fin en ce qui concerne la gestion de cette rentrée où le régime de M. Biya a cru bon de procéder à une réorganisation de l'école avec un système de mi-temps, avec un maximum de 50 personnes par classe. C'est ce qui est dit sur les papiers, mais ce n'est pas ce qui est effectif dans les salles de classe. Il faut dire que ceux qui fréquentent en soirée, à partir de 13 heures, doivent rester à la maison de 8 heures, donc du matin jusqu'à 13 heures. La question se pose, que font donc ces enfants-là? C'est l'occasion pour eux de se livrer à tout type de jeu, peut-être les plus dangereux, et de devenir davantage délinquants. C'est une autre voie pour transformer des enfants en véritables délinquants, alors que le programme politique de gouvernance de Maurice Kamto, si M. Biya n'avait pas fait un hold-up sur sa victoire au sortir du 7 octobre des élections présidentielles du 7 octobre, son programme politique aurait répondu à toutes ces préoccupations. Alors, un petit mot pour fermer très rapidement cette parenthèse, c'est que le président Maurice Kamto, dans son programme politique, a prévu la refonte complète du système éducatif camerounais parce que le système éducatif actuel avait été mis en place dans les années 60 pour servir de relais entre les populations camerounaises et l'administration coloniale. Donc, c'était beaucoup plus pour former des bureaucrates. C'est pour cela qu'un parent aujourd'hui
D'ailleurs, ça continue. Les parents vont dire à leurs enfants qui viennent de passer le baccalauréat ou qui sont à l'université, les parents vont leur conseiller de se présenter au concours qui donne accès à la fonction publique comme l'école normale. Donc, on a toujours pensé à former ceux qui vont travailler pour l'État et non pas former ceux qui vont se présenter pour affronter les défis de demain. Alors, juste quelques petits exemples. Le président élu, dans son programme de gouvernance, a prévu la gratuité de l'école, de l'école primaire jusqu'au secondaire. De l'école primaire au secondaire, je le dis de manière très claire, le président élu a prévu la gratuité de l'école du primaire au secondaire et l'obligation de l'école. L'école est obligatoire jusqu'au premier cycle du secondaire, mais gratuit pour l'école primaire et secondaire totalement et obligatoire jusqu'au premier cycle du secondaire. Et les frais qu'on appelle frais d'APE, une autre caisse pour arnaquer les parents, seront tout simplement supprimés et les enseignants qui sont vacataires, qui sont nombreux dans nos établissements, seront recrutés massivement pour permettre de résorber le déficit d'enseignants qui se pose dans nos lycées et collèges. Donc, voilà pour quelques mots en ce qui concerne ma nouvelle fonction. Et pour le mot de fin, je voudrais inviter les Camerounais de l'intérieur et de l'extérieur à prendre véritablement conscience de ce que le régime actuel a déjà donné tout, véritablement donné tout ce qu'il avait à donner à chacun de juger si on s'accommode de ce que ce régime a déjà donné ou alors de se mettre ensemble pour mettre fin, de se mettre ensemble pour dire que ça suffit à M. Biya et à tout son régime. Parce que, à la vérité, il faut aussi le dire, je ne crois pas très honnêtement que M. Biya gouverne encore ce pays. Il faut donc travailler ensemble pour empêcher la transmission du pouvoir de gré à gré, que ce soit de gré à gré ou alors par un autre mécanisme qui ne respecte pas la volonté populaire. Donc, le passage du pouvoir à un autre obligé de M. Biya, ce sera la voie ouverte à 40 autres années, peut-être voire plus, d'une autre dictature. Alors, il faut donc véritablement que nous tous, Camerounais de l'intérieur et de l'extérieur, impatients du changement, que nous travaillons ensemble, main dans la main, que nous soyons résilients et résistants pour véritablement mettre fin à la dictature de M. Biya qui nous pourrit la vie depuis plusieurs années. Voilà, le mot est lâché, résilient et résistant. Et résilient. Comme Jean Bonheur, résistant. Voilà, merci pour ces paroles qui nous touchent profondément. Merci vraiment de votre présence, de votre talent, du temps que vous avez daigné consacrer à cette émission. Et nous vous donnons rendez-vous donc dans une semaine, même lieu, même heure, avec un nouvel invité. Donc, merci d'avoir suivi, chers auditeurs, cette émission et elle est maintenant achevée. Merci et à très bientôt. Merci. Merci, merci.